Là-haut, aux côtés des sommets et des crêtes, au-dessus des forêts, les paysages s'ouvrent. L'horizon semble tout à coup s'éloigner. Devant moi se déroule à chaque pas un tapis de fleurs, de buissons et d'arbustes, dont les couleurs se révèlent au fil des saisons, de la météo et des actions de l'homme. Ponctuant ce paysage, j'observe une cabane, un abreuvoir et un peu partout, ces lignes sortent de centres traversant le paysage de part en part. Indice parmi tant d'autres de la présence en ces lieux de l'homme et de ses troupeaux. Bercé par la stridulation des criquets et le chant mélodieux des oiseaux, j'imagine la densité du monde vivant qui m'entoure. Trahissant leur discrète présence, le mouvement frénétique d'un insecte m'interpelle. Mon regard, alors porté vers le sol, est absorbé par ce monde miniature. J'observe tout à coup un vertigineux entrelacement de végétaux, d'une complexité étonnante. Je m'interroge. Réveillé soudainement par le tintement des sonnailles, je me rappelle que ces estives ont été forgées par l'homme, architecte de ces paysages depuis des générations. Observer, c'est peut-être là une des clés pour comprendre ces paysages. Chaque espèce de fleur, chaque animal joue son rôle et fonctionne avec ou grâce aux autres. Ils forment des ensembles homogènes logiques et en évolution permanente. Ouvert, c'est un mot qui peut paraître un peu curieux pour définir un milieu. En fait, il faut avoir en tête que la référence, c'est les milieux forestiers. La référence pour notre société occidentale, mais aussi pour les scientifiques qui ont nommé les milieux. Et donc, en fait, tout ce qui n'est pas forestier est dit ouvert. Et un milieu ouvert, donc, c'est un milieu où il y a très peu d'arbres. Et donc, ce sont des milieux herbacés. Les milieux strictement herbacés, ça va être des pelouses, des prairies. Et les milieux avec des plantes ligneuses, ça va être des landes, c'est-à-dire avec des arbustes, des arbrisseaux. Et puis éventuellement, de manière disséminée, on voit arriver les arbres dans le cadre d'une dynamique générale qui passe des pelouses aux landes et puis aux forêts, avec des stades intermédiaires. Là, on est dans un secteur de pelouses rocailleuses calcaires. Et donc, on va avoir une composition qui peut varier, avec la composition de base de la pelouse, ce sont les graminées. Et puis, au milieu de cela, il y a d'autres espèces avec des fleurs un peu plus spectaculaires ou plus ou moins discrètes, comme par exemple, ici, on a du serpolet qui dépasse un petit peu. Et plus on s'approche du caillou, plus on va avoir des plantes typiques des milieux rocheux, par exemple des milieux rocheux calcaires. Et tout ça varie en fait en fonction de la proximité des rochers, de la profondeur du sol qui peut varier énormément, et puis aussi des apports en matière organique, parce qu'on est sur un milieu qui est pâturé. D'ailleurs, on le voit très bien puisqu'il y a très peu de fleurs. Tout ça a été déjà bien brouté par les animaux. Et donc les animaux, ils font des déjections. Ça va avoir une influence sur les plantes qui poussent. Il peut y avoir par endroits des plantes qui aiment les sols beaucoup plus riches en azote. Ce qu'on voit en particulier ici dans ce qui nous entoure, c'est l'ortie qui dépasse dans un certain nombre d'endroits. Et également des chardons ou des cirses qui sont liés au milieu riche en azote. Donc les landes, ce sont des formations végétales donc un peu plus hautes, dans lesquelles on a de plus en plus d'espèces ligneuses, ou ça peut être aussi quelques espèces herbacées, mais qui ont un port assez élevé, comme par exemple la fougère aigle. Donc dans les espèces ligneuses qu'on trouve ici, il y a des bruyères. La bruyère vagabonde par exemple, il y a le genévrier, et puis il peut y avoir d'autres espèces comme les daphnées. Donc là c'est des parties qu'on peut trouver exactement sur le même type de sol, mais sur lequel le bétail a moins brouté. Alors bien évidemment tout ça est en interaction avec une dynamique et une biodiversité au niveau animal qui est très, très forte dans ces milieux ouverts. On ne va pas avoir les mêmes espèces que l'on rencontre dans les milieux forestiers. On
on a tendance à imaginer que tout notre environnement devait être boisé. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que avant le pastoralisme, il y avait des herbivores sauvages dans des densités qu'on ne connaît pas forcément. Et ces milieux ouverts, ils existaient déjà. S'ils n'avaient pas existé avant le pastoralisme, eh bien on n'en aurait pas aujourd'hui en fait, en réalité. Le pastoralisme, lui, comment il a joué là-dedans? C'est que l'homme, avec ses troupeaux, il a organisé l'espace pour avoir une ressource disponible en milieu herbacé pour ses troupeaux à proximité de ces lieux de vie. Et donc en fait notre paysage qu'on imagine hyper naturel, en fait c'est une construction dans une interaction entre des éléments naturels et une action de l'homme pour organiser l'espace. Et c'est vrai qu'on considère aujourd'hui que pour une réserve comme le Pibeste, c'est un enjeu majeur que de maintenir ce pastoralisme extensif qui permet de maintenir cette mosaïque de milieux qui va de la pelouse jusqu'à la forêt. Ces paysages de pelouse et de lande m'intriguent. Derrière leur beauté spectaculaire, je perçois une réalité complexe loin de l'image d'une carte postale. Celle de la vie des hommes avec leur environnement. Comme un témoignage silencieux au cœur de ces estives, de discrètes ruines, cabanes ou enclos de pierres sèches attirent mon regard. Devant eux, le passé me rattrape et me rappelle que depuis les temps anciens, l'homme et ses troupeaux fréquentent les pentes de cette montagne. Leur présence saisonnière façonne et sculpte ce paysage en évolution permanente et continue. Les estives prenant au fil du temps l'image de leur époque. Chaque été, depuis des centaines d'années, ce sont des milliers d'animaux, brebis, vaches, chèvres et chevaux qui viennent pâturer les pentes. La faune sauvage, déjà présente en ces lieux, n'est alors plus seule. Tous broutent et piétinent la végétation. On vient ici sur l'estive de Laouillé-Pibeste. En fait, c'est pour avoir plus de surface fourragère en bas pour pouvoir être autonome pour le fourrage sur l'exploitation. Il y a plus de 500 brebis, on n'a que 40 hectares, donc si on n'avait pas les estives, la vie serait compliquée. Je monte depuis 14 ans ici. Mais l'estive ici à Laouillé-Pibeste, ça a toujours existé, c'était des estives de pré-saison. C'est-à-dire que tous les paysans qui avaient, tous les éleveurs, ils venaient ici un mois avant de monter en haute montagne, où la ressource fourragère est plus importante et vu l'altitude, les bêtes sont beaucoup mieux. Et pendant 15 ans, on avait vécu notre meilleure période, c'est-à-dire que c'était en gestion libre, donc les bêtes n'étaient pas parquées comme ça. On venait tous les 5-6 jours et tout se passait très bien, on a eu des attaques. Le problème qu'on a ici aussi, c'est les chiens errants, c'est-à-dire que de tout temps, il y a souvent des attaques de chiens errants en début de saison et en fin de saison. Et depuis 3 ans, on a eu le loup qui est arrivé. Et ça fait la seconde année qu'on a un berger. Donc on est obligé d'avoir un berger. Et c'est la première année qu'on parque les brebis. Et il n'y a que l'année dernière où l'eau commençait à manquer ici alors qu'il y avait toujours eu de l'eau. Mais c'est vrai que le changement climatique, on s'en rend compte. Quand on montait, il y avait plus de ressources, même quand on montait ici, il y avait beaucoup plus de ressources fourragères. Et c'est vrai que ça se rétrécit de plus en plus. L'équilibre entre une montagne ouverte et une montagne fermée, il va très très vite. De plus avoir les bêtes en gestion libre, c'est vrai que c'est un mal, mais le berger fait packager des endroits qui allaient se fermer. C'est vrai que le berger permet à rouvrir certaines zones. Quand elles étaient en gestion libre, chacun tous les matins partait de son côté. Là, comme vous le voyez, elles sont toutes enfermées le soir. Donc elles rentrent le soir au même endroit et repartent le lendemain au même endroit. C'est-à-dire que par rapport au parasitisme, on est obligé de traiter 2 fois plus les bêtes parce qu'elles se parasitent 2 fois plus. Donc il y a un problème sanitaire, il y a un problème sur le parasitisme et il y a un problème sur le bien-être animal. C'est contraignant et c'est paradoxal et c'est pas du tout la pratique qu'on voudrait avoir.
Mais en même temps, c'est la pratique qui nous permet d'avoir le moins de pertes. Mais c'est vrai que moi, je vais partir bientôt à la retraite dans quelques années, mais chez moi, il n'y a personne. Et tout le monde est un peu dans ce cadre-là. C'est vrai qu'on se pose des questions. Les bêtes, il y en aura toujours, mais est-ce que notre système qu'on avait depuis des millénaires, est-ce qu'il va rester comme il est ou est-ce qu'il va falloir tout revoir? C'est un beau métier, mais il y a beaucoup d'inconvénients et il ne faut pas que les inconvénients s'accumulent parce que sinon, après, ça devient compliqué. On garde le sourire, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Aouillette, Col d'Andorre, près du roi Estibette. Chaque estive de ce massif que je parcours présente ses caractéristiques. Chaque troupeau ses besoins, chaque éleveur sa gestion. Les pentes, crêtes et terrains escarpés accueillent les brebis et chèvres. Les terrains les plus plats sont ceux des vaches et des chevaux. La gestion des troupeaux dépend du mode d'exploitation. Si les éleveurs du massif produisent majoritairement de la viande, certains font aussi du fromage. Nous on monte avec les brebis pour faire du fromage. On entretient aussi le paysage. Cette montagne nous convient. Nos brebis sont très bien habituées en plus à faire les différents secteurs. Suivant le temps qu'il fait, elles savent aller là où il faut. Alors on commence, suivant le temps, vers 7 ou 8 heures. On va les chercher, elles dorment juste au col, au-dessus de la cabane. Donc là, on traite celles qui ont du lait, on les traite, les autres, on les laisse passer. Ensuite, une fois qu'on a fait la traite, on soigne les brebis qui boitent ou qu'il faut leur faire un soin. Et ensuite, on les envoie pour packager. En bas, on a la machine, mais ici, on traite à la main et on trouve agréable en plus. On ne voudrait pas traire à la machine ici. Une machine à traire, ça consomme beaucoup d'eau. Je trouve que ce n'est pas cohérent entre les valeurs de la montagne et aller polluer en mettant des produits qui sont quand même chimiques. Depuis des années, on pratique l'écobuage, mais chaque secteur différemment, tous les 4 ou 5 ans. On ne fait jamais tout d'un coup. Et ça aide à valoriser des herbes qui se laisseraient étouffées ou qui disparaîtraient à cause des mauvaises qui prendraient de l'ampleur, que les brebis d'elles-mêmes ne mangent pas forcément. Donc c'est très important que ce soit ensuite repâturé pour maintenir la diversité de l'herbe. La fougère augmente, les petits arbres aussi. Et après faire des écobuages, on pourrait le limiter, mais à proximité des forêts, on risque de tout faire cramer. Et la fougère, même si on l'a fait brûler, elle repoussera même plus encore. Depuis quelques années, on est confronté au loup. Nous, on disait la bête, on ne savait pas au juste qu'est-ce que c'était. Et donc, pour nos pratiques, là, ça nous change. Des brebis, aujourd'hui, elles s'en vont packager tranquillement. Suivant le temps qu'il fait, des fois, elles se séparent. Après, en fin de journée, pour arriver à retrouver tout le monde, c'est pas évident. Et là, si le loup passe à ce moment-là, en fin de saison, comme maintenant, quand on arrêtait la traite, on les laissait rester sur les crêtes. Et comme ça, après, valoriser justement des endroits plus éloignés. Et maintenant, on ne le fait plus parce qu'on a trop peur. Après, on a mis les patous. Mais les patous aussi, ça dépend. Quand les brebis se séparent, les patous, eux, ils sont que 2. Et pour tous les deux, c'est un métier passion. On aime vraiment nos brebis, nos animaux. On aime la montagne, on aime ce travail. C'est qui sont des fois difficiles. Aujourd'hui, là, il ne fait pas beau, mais on aime ce métier. Moi, j'aime cette montagne. J'ai connu que celle-là depuis toute petite. Et, c'est ma montagne et je m'y plais beaucoup. Je prends alors conscience de la dépendance de ces paysages et des espèces qui le composent, à l'activité pastorale qui l'habite, le façonne, du printemps à l'automne. Depuis toujours, ces exploitations agricoles de montagne évoluent et changent, s'adaptant aux contraintes du milieu et au contexte économique. Le pastoralisme ici est divers et s'adapte localement au milieu. Monter les bêtes dans les estives, transhumer, c'est une nécessité pour les exploitations et pour la mosaïque de pelouse et de landes.
Alors les milieux ouverts du massif, ils sont constitués d'un mélange de pelouse et de landes de type calcaire, de par la nature du sol et de la roche. Et ces milieux ouverts, ils sont maintenus par l'homme depuis des siècles, voire des millénaires, par la pratique du pastoralisme et de la transhumance traditionnelle. Et ces estives elles sont gérées par soit des collectivités, soit des groupements d'éleveurs. Quand on prend le temps de les étudier et de les observer avec des spécialistes, les milieux ouverts du massif, ils recèlent une biodiversité très importante. Ces milieux ouverts, ils subissent une régression depuis plusieurs décennies maintenant, une régression qui est liée à des changements dans les pratiques pastorales et aussi à la baisse du chargement. Aujourd'hui, il y a plusieurs menaces qui pèsent sur le pastoralisme. D'abord, des menaces d'ordre économique. Les éleveurs sont soumis aux fluctuations du marché, bien sûr. Une deuxième menace qui est récente, c'est le retour du loup. Et troisième menace, c'est le réchauffement climatique. On est sur un massif calcaire où l'eau est assez peu disponible en surface. Et des années comme 2022, on a vu la plupart des points d'eau du massif se tarir. Alors nous, en tant que gestionnaire de milieux naturels, ce qu'on va chercher à maintenir, c'est typiquement ce type de milieu en mélange, en mosaïque. On ne va pas chercher à avoir simplement de la pelouse ou simplement de la forêt. Ce qui est important dans la gestion de la nature et de la biodiversité, c'est d'avoir justement une diversité de milieux. Pour maintenir ces mosaïques de milieux, on va chercher à favoriser la pratique pastorale extensive et à accompagner les éleveurs et les gestionnaires d'estives de plusieurs manières. La chose la plus importante, ça va être de garder un dialogue constant avec le monde agricole et d'essayer de comprendre leurs enjeux. On va aussi chercher à accompagner les gestionnaires d'estives par la contractualisation. On signe des contrats agri-environnementaux qui cherchent à favoriser certaines pratiques bénéfiques aux milieux ouverts et à la biodiversité des milieux ouverts. On va aussi accompagner les gestionnaires d'estives dans les projets d'aménagement et également dans la pratique de l'écobuage pour cadrer ces pratiques afin qu'elles soient aussi respectueuses des enjeux environnementaux. Pour mieux gérer les milieux ouverts et aussi s'adapter à la prédation, on va aussi chercher à favoriser la présence humaine en estive par la présence de gardiens ou de bergers, ce qui nécessite notamment aussi la mise en place d'équipements comme des cabanes. La présence de bergers permet également de guider les troupeaux vers des secteurs un peu plus délaissés, un peu moins faciles, et ce qui contribue également au maintien des milieux ouverts. Afin de mieux connaître nos milieux et nos espèces, il est important aussi de mobiliser la communauté scientifique, ce qui nous permet d'avoir des études assez précises et de mieux orienter nos pratiques de gestion. Le gestionnaire du massif et les éleveurs semblent avoir un avenir lié l'un à l'autre. Cette mosaïque de végétation remarquable, ces espèces qui le peuplent sont un patrimoine naturel d'une grande richesse. Nés de pratiques pastorales anciennes et dépendant de leurs évolutions. Les changements à venir, qu'ils soient climatiques, économiques ou sociaux, auront une influence sur ce patrimoine dont nous sommes garants. Un bien commun essentiel aux générations futures.